Europe 1 et CNews, 9h, 9h30, l'heure des pros. Elliott Deval. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Europe 1 jusqu'à 9h30 et CNews jusqu'à 11h. À la une de l'heure des pros ce matin, c'est une crèche à 1 000 € par jour. Le maire de Beaucaire préfère payer l'amende journalière plutôt que de retirer sa crèche, comme l'exige le tribunal administratif de Nîmes, saisi par la LDH, Ligue biberonnée aux subventions publiques. Le maire de Beaucaire a sollicité sa population par un vote citoyen pour ou contre la crèche. Dans la mairie, il a recueilli 98,58% de oui. À Beaucaire, une crèche provençale fait partie du patrimoine. Ces santons sont intimement liés aux traditions. La LDH n'a-t-elle pas de sujet plus urgent, plus grave pour protéger et défendre la laïcité? Il y a dans cette affaire un mélange d'absurde, de grotesque et de lâcheté. J'attends toujours de savoir ce que pense la LDH quand son vice-président Ariel Halimi relaie les insultes d'un auditeur de France Inter contre le ministre Manuel Valls, comparé à un étron. Dans une tribune, le sénateur Stéphane Le Rudulier rappelle que la laïcité n'est pas l'effacement des racines culturelles. Il serait 35 sénateurs à envisager une proposition de loi pour défendre ces crèches et modifier la loi de 1905. Le maire de Beaucaire ne tremble pas. Il a d'ailleurs lancé un appel aux dons pour la crèche de 2025. Interrogée par France 3, une habitante de Beaucaire a eu la réaction qui résume tout. Je la cite: « Je suis ravie qu'enfin nous soyons consultés pour ce qui n'est pas un petit détail, parce que nous sommes tous touchés. C'est 1 000 € d'amende par jour, mais si on la garde, on saura où vont nos impôts. » Voilà ce qu'a dit cette habitante de Beaucaire. Et si elle nous entend, si elle nous écoute sur Europe 1, bien, elle est la bienvenue pour en parler de cette fameuse crèche. Le point sur l'information, c'est avec Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël. 9h, 9h30, l'heure des pros sur CNews et Europe 1. Bonjour Elliott, bonjour à tous. Une pharmacie d'Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, cambriolée par 2 Algériens frappés d'une obligation de quitter le territoire français. Ils ont été interpellés puis relâchés. Ils n'ont pas été placés en centre de rétention administrative faute de place. Les 2 auteurs étaient pourtant déjà connus pour des faits similaires. 3 personnes sont mortes et 4 autres blessées après un accident de car dans le nord de la Norvège. Le véhicule qui transportait 58 passagers a terminé sa route dans un lac. De nombreux passagers de l'autocar sont des ressortissants étrangers, précise la police. Une enquête est en cours pour comprendre les circonstances de ce drame. Et puis un chargeur unique pour tous les appareils électroniques. Cette nouvelle norme entre en vigueur demain. Smartphones, tablettes, écouteurs, tous ces appareils neufs devront désormais être alimentés par un seul et même chargeur de type USB-C. Outre le côté pratique, cette directive européenne vise à réduire le gaspillage et la multiplication des câbles. Et pour le plus grand plaisir de Philippe Bilger, cher Philippe, vous êtes un homme du numérique. Vous êtes sur TikTok, vous plaisantez ou quoi? Non, vous avez un compte TikTok par exemple. Mais je n'utilise pas 1/1000 de ce que les réseaux sociaux pourraient permettre. Vous êtes sur Twitter. Oui, mais... Vous êtes sur TikTok. Mais est-ce que vous êtes sur Instagram également? Non. Ah, non, vous voyez. Vous ne faites pas de photos de vacances. Vous savez, il y a à la plage. Il y a une forme de vanité. Il y a une forme de vanité à croire qu'on attend votre pensée. Ah non, au contraire, moi je vous suis attentivement sur TikTok par exemple. Mais vous n'êtes et sur pas, Twitter, vous réagissez nombreux, beaucoup. Mon cher. Oh bah non, mais il y a du monde qui vous suit. Il y a du monde, mais je vous ai pas souhaité joyeux Noël. J'ai compris qu'implicitement vous l'avez. Philippe Bilger, c'est un plaisir. Moi, quand vous êtes sur le plateau, vous êtes mon rayon de soleil. Mon Dieu, c'est la première fois qu'on me dit ça. On me dit qu'il y a un peu de pluie. Philippe Bilger, il faudrait peut-être amener le GIGN pour déloger cette crèche à Beaucaire. Oui, alors, mais j'ai beaucoup aimé votre édito, Elliott, mais par rapport... Quand il y a un mais, c'est qu'il y a un problème. Non, mais dans une laïcité pure et dure, évidemment, interdit qu'on place cette crèche. Et on considère que c'est une manifestation religieuse, alors que vous l'avez très bien dit, c'est culturel. Mais imaginons même qu'une conception de la laïcité pure et dure soit acceptable. Moi, je considère que les maires ont le droit d'introduire des pratiques de rupture contre des laïcités qui sont profondément choquantes.
Et moi, je soutiens à fond ce maire de Beaucaire. Mais on en parlera. Il y en a eu d'autres, comme ça, Béziers. Et on en parlera ce matin, évidemment, parce qu'il y a quelque chose de grotesque dans cette croisade de la LDH. Il y a peut-être autre chose à faire. Sûrement. Il y a d'autres combats, mais c'est un courage à géométrie variable. Bien sûr. J'aimerais savoir si la LDH lutte aussi fermement, par exemple, contre l'islam politique. Tiens. Ah bah écoutez, écoutez, qu'est-ce qu'il y a, Gauthier Lebret? Je vous ai même pas dit bonjour. Bonjour Elliot, je vous salue. La plus grande hypocrisie de la LDH, c'est que les mêmes ont critiqué Gabriel Attal quand il voulait interdire les abayas et les camis à l'école. Ils étaient pour les abayas et les camis à l'école. Et la même LDH part en croisade tout l'hiver contre les crèches à Beaucaire, à Perpignan, à Béziers. Donc là, si vous voulez, c'est même pas un 2 poids 2 mesures. Là, on est tellement à géométrie variable. Voilà, vous avez raison. C'est des Tartuffes qui étaient présents aussi. Que je ne saurais voir. Sainte-Soline, ils étaient présents visiblement. Ils avaient fait une grande conférence de presse pour expliquer tout ce qui s'était passé. Mais ils ont diffamé les forces de l'ordre à Sainte-Soline. Cette conférence, elle était drôle. En fait, elle était là aussi grotesque parce qu'ils font une grande conférence où ils vont pour expliquer après des mois de réflexion, d'enquête contre enquête sur ce qui s'était passé. Puis à un moment, il y a un journaliste qui va interpeller la LDH en disant mais vous étiez où au moment des tensions? Vous étiez vraiment au cœur? Ah ben non, on était à 400 mètres parce que c'était beaucoup trop dangereux. Mais ça, il y a une question de philosophie là-dedans et de courage. Je salue Sabrina Medjeber, je salue Chloé Morin et je remercie Béatrice Brugère. Merci d'être avec nous. Vous êtes magistrate, vous êtes secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats FO et vous étiez l'invité de la grande interview de Gauthier Lebret. Cet entretien, et je le dis à tous les deux, était absolument passionnant. Il est tellement passionnant que c'était un peu frustrant parce que on aurait aimé avoir encore plus de questions à vous poser, plus de temps, peut-être parce que les Français, c'est une des priorités, ils sont en attente de sécurité, ils sont en attente d'une justice plus ferme. On a un nouveau garde des Sceaux, vous avez un nouveau garde des Sceaux, et la première question qu'on se pose, c'est pas tant sur la personne, ni même sur ce qu'il peut proposer, mais c'est sur la justice. De quoi souffre la justice aujourd'hui, Béatrice? Bon, d'abord, je voulais savoir si moi aussi j'étais votre rayon de soleil. Sinon, je refuse de parler. Écoutez, la justice souffre de plusieurs maux. Ce qui est sûr et ce qui est plutôt encourageant, c'est qu'on sent un ministre qui n'est pas dans le tabou. C'est-à-dire que il est volontariste, mais dans le bon sens du terme. Il veut affronter les sujets tels quels. Après, la justice, c'est compliqué, c'est très long, on le sait, c'est parfois trop lent aussi. Mais on a, 20 ans de politique pénale à reconstruire. C'est-à-dire que on a eu une politique pénale qui s'est beaucoup adaptée aux moyens. Et on le voit, puisque vous l'avez traité tout à l'heure sur cette histoire de 2 jeunes qui étaient sous OQTF, là, qui étaient multi-réitérants. La réponse a été de dire on n'a pas de place, donc on libère. Et en fait, on est arrivé aujourd'hui à un système où ce sont les moyens, c'est-à-dire la jauge, qui détermine la politique pénale. Ça, c'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. Mais il n'y a pas qu'une question de moyens, il y a aussi une question d'idéologie. C'est-à-dire que ça fait aussi depuis Christiane Taubira, Nicole Belloubet, où on a, en France en tout cas, un courant très fort anti-prison. Et ce courant très fort anti-prison, même si on n'est pas pour la prison à tout prix, parce que la prison, c'est une peine comme une autre et elle n'est pas faite pour tout le monde, est devenu quelque chose qui ne permet plus d'avoir une vision précise de ce que doit être la prison. On a perdu de vue quasiment même le sens de la sanction. Alors, c'est pas vrai pour les assises, et je dis ça parce que j'ai ici Philippe Bilger, qui est un héros au 2 sens du terme des cours d'assises, et en cour d'assises, c'est un autre monde. On a du temps, on a le temps d'aller en profondeur, on a le temps de juger correctement, les victimes sont entendues, ce qui est très important, parce que la place des victimes aussi, souvent, n'est pas celle-là, et on a en général quand même des sanctions à la hauteur des enjeux, puisque ce sont des faits très graves, et on l'a vu d'ailleurs avec l'affaire Pellico, hein. Les sanctions, moi je trouve, ont été de très bonnes sanctions, quoi qu'on en dise, et plutôt des sanctions tout à fait honorables. Le reste, c'est complètement différent. Le reste, c'est un peu de l'abattage. On a la comparution immédiate qui est l'inverse. Ça va très très vite, ça va même parfois trop vite. Donc, en fait, la justice doit retrouver le bon tempo, le bon timing, et surtout ne plus être dépendante, d'une part,
de la jauge, c'est-à-dire des moyens de jugement. Et ça, je peux vous donner 2-3 chiffres qui vont peut-être vous faire peur. C'est pour ça que, et ne doit plus être dépendant d'une idéologie. C'est les 2 mots pour l'instant auxquels on est confronté. Aujourd'hui, je regardais les derniers chiffres de ce qu'on appelle la CPEJ. La CPEJ, c'est quand on se compare au niveau européen. On a un effondrement, je le disais ce matin, du taux d'élucidation. Déjà, on a un problème sur le versus police. On a presque 3 millions de procédures qui sont en stock dans les commissariats à gendarmerie, qui ne sont pas traitées parce qu'on a un déficit du côté de la police judiciaire. Excusez-moi, pourquoi ce déficit ? Parce qu'on a une procédure d'abord qui est parfois très complexe. La police judiciaire a l'impression de ne plus faire de l'enquête, mais faire beaucoup d'administratif. On a des nullités qui parfois font tomber les procédures. Donc il faut revoir déjà ce système-là. Le problème des nullités, le problème de la complexité et remettre beaucoup de policiers pour faire de la police judiciaire et donc des enquêtes. Il faut peut-être aussi simplifier la manière dont on fait des enquêtes. Moi, par exemple, je suis assez favorable pour le plaider coupable à tous les stades, j'allais dire, y compris aux criminels. Donc ça va beaucoup plus vite pour les mineurs aussi. Accélérer donc la procédure. Accélérer. Après, on a un problème de jugement. Aujourd'hui, et tous les magistrats le disent, et c'est assez inquiétant, on ne juge que les détenus. C'est-à-dire que les autres sont renvoyés aux calendes grecques. Donc les temps de délai de jugement sont absolument incroyables. Donc on a une problématique aussi de jugement. Et ça, ça se voit puisque devant nos juridictions, nous ne jugeons que 12% des affaires. 76% des affaires sont des alternatives aux poursuites. Donc on a du mal à juger. Puis après, on a un problème de peine, de sanction. On a 76% d'alternatives à l'incarcération. Et sur les peines de prison qui sont prononcées, 40% sont immédiatement aménagées. Donc en fait, on a un problème de lisibilité, de visibilité, d'efficacité qui, à la fin de l'histoire, pose un problème aussi de justice et d'inégalité des citoyens devant la justice. Pourquoi là, on va en détention ? Pourquoi là, on va pas en détention ? Parce que souvent, c'est une question de moyens, c'est une question de place pour être jugé, c'est une question de place en détention. Vous avez aujourd'hui l'administration pénitentiaire qui envoie aux audiences, qui est nouveau et après je m'arrête, des tableaux de bord aux magistrats pour dire attention, ici notre prison est pleine, merci de ne pas mettre en détention. Donc la pression, elle est de tous côtés. Donc on réfléchit en tableau Excel plutôt que de réfléchir de manière trop souvent, oui, concrète et de répondre par la justice. Tout ce que vous dites est absolument passionnant. Moi, je retiens 2 choses. Vous avez parlé d'un courant anti-prison depuis de nombreuses années. Madame Taubira était garde des Sceaux de 2012 à 2016, si je ne m'abuse. Bon. Donc depuis en fait 2012, depuis plus d'une décennie, vous avez ce courant-là. Concrètement, comment ça se répercute sur le terrain dans votre activité ? Ce courant, ça me fait peur quand vous dites courant anti-prison. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a un fossé qui se creuse entre les Français et la justice. 8 Français sur 10 considèrent qu'elle est laxiste aujourd'hui. Je pense qu'intellectuellement, on a très peu investi le champ des sanctions. C'est-à-dire qu'on a dit la prison, c'est pas bien, c'est criminogène, ça sert à rien pour les courtes peines. C'est tout le discours. Alors pas pour les peines longues, hein, je mets de côté, encore une fois, les cours d'assises, c'est pas du tout la même logique. Mais tout ce qui est courte peine, depuis Foucault, mais surtout depuis Christiane Taubira, on a asséné, sans prouver, que les courtes peines ne servaient à rien. Pourquoi ? Parce que l'on pense que aller en prison, c'est l'école du crime. Non, c'est d'abord faire de la réinsertion. C'est d'abord faire de la réinsertion. Et donc, pour faire de la réinsertion, il faut du temps. Donc, les courtes peines ne le permettent pas. Donc, on a dit les courtes peines, ça ne sert à rien parce qu'on n'a pas le temps de réinsérer. Sauf que on n'a pas fait non plus d'études qui montrent que ce que l'on met en place en termes de réinsertion fonctionne. Mais on a décrété que les courtes peines ne fonctionnaient pas. Donc, à partir de là, on a eu un mécanisme qui fait que on a augmenté le temps de détention. On est passé de 5 mois de moyenne de détention à pratiquement 11 mois. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on reste très longtemps en détention, même si on incarcère peu. Et du coup, ça fait augmenter le taux de surpopulation carcérale. Donc, c'est toute une question de réglage et de politique pénale. Après, on nous a dit, mais
Il y a d'autres peines qui sont intéressantes, le travail d'intérêt général, ou alors il faut faire des peines de substitution. Vous allez avoir bientôt un rapport de la Cour des comptes qui va démontrer qu'en fait, le travail d'intérêt général ne fonctionne pas si bien et le bracelet électronique ne remplace pas, c'est de la prison en fait à la maison qui coûte pas cher, ne remplace pas la détention. La détention, c'est pas la seule peine, mais on n'a pas investi les prisons pour en faire un temps utile et un lieu de détention qui soit différencié selon les profils. Il faut des établissements extrêmement sécurisés, il faut des établissements pour soigner les gens, car nous avons beaucoup d'addictions, on a beaucoup de problèmes psychiatriques, et il faut peut-être des établissements comme le modèle des Pays-Bas pour des ultra courtes peines, c'est-à-dire où on reste très peu de temps, où c'est juste une sanction, ce qu'on appelle un choc carcéral. Nous, on parle de 7 à 14 jours. Ça, c'est 400 places, on a calculé pour 10 000 peines prononcées, donc c'est rien. Ça n'existe pas parce qu'on a dit, mais les courtes peines, ça ne sert à rien. Il faut changer de modèle. C'est justement cette philosophie-là, elle est en train de changer du côté de ça change complètement. De Place Vendôme, puisque c'est là aussi un des objectifs de Gérald Darmanin. Mais même Barnier l'avait dit, rappelez-vous son discours de politique pénale, il avait dit il faut peut-être revenir à des courtes peines. Je voudrais qu'on revienne à un cas concret, et c'est vous qui l'avez abordé, l'affaire d'Ivry-sur-Seine. Cette affaire, elle est folle. Et elle est tellement folle qu'on a du peine à croire ce qui se passe du côté d'Ivry-sur-Seine avec cette pharmacie qui a été vandalisée. 2 hommes ont forcé l'entrée d'une pharmacie à Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Ça s'est passé dans la nuit du 24 au 25 décembre. À coups de pioche, ils ont pillé médicaments et liquidités. Ils sont pris en flagrant délit. Selon les sources de police, c'est votre réveil, Chloé Morin. Les 2 individus ont été relâchés moins de 24 heures après leur arrestation par la police, alors qu'ils étaient sous OQTF, suscitant incompréhension et colère. Donc voyez le sujet de Tony Pitaro, et on en parle juste après, parce que là, on est dans un cas très concret. Vous avez une femme pharmacienne qui se dit victime, justement, de ces 2 individus, qui 24 heures plus tard, alors qu'ils sont étrangers sous OQTF, eh bien, sont libérés. Et aujourd'hui, ils sont dans la nature. Aux alentours de 4 heures du matin, dans la nuit du 24 au 25 décembre, 2 individus s'introduisent dans cette pharmacie d'Ivry-sur-Seine à l'aide de pioches et de tournevis. Très vite, grâce à une alarme, la BAC intervient et interpelle les 2 hommes. Ils m'ont volé la caisse. Dans un premier temps, je pensais que c'était que la caisse. J'ai pas vu d'autre chose, mais c'est la police qui m'apprend qu'il y a eu des vols de Doliprane, de shampoing, d'Atel. Le lendemain, la pharmacienne apprend que les 2 individus ont été relâchés. Il y a une mesure d'éloignement donc, sur le secteur et qu'on les libérait en moins de 24 heures de garde à vue pour faute de place en centre de rétention. On m'a appelé ce matin en me disant que les deux personnes inquiétées ont été libérées et qu'ils sont en situation irrégulière et qu'ils sont sous OQTF. Une situation dénoncée par cette professionnelle. Ce que je trouve déplorable, c'est que en moins de 24 heures, qu'on puisse cambrioler une pharmacie et qu'on puisse libérer ces personnes-là en toute impunité. Malgré le choc, cette pharmacienne veut continuer d'exercer son métier et a déjà rouvert son officine. Et donc là, on est sur un cas pratique. Évidemment, ce sont des sources policières, c'est le témoignage d'une pharmacienne. Et si vous voulez, il y a toutes les grandes difficultés qu'aujourd'hui on a pour rendre justice à ces personnes qui sont victimes. Le cas que vous avez pris est un cas, j'allais dire... Un cas d'école. Oui, un cas assez courant, c'est-à-dire que c'est ce que j'appelle la jauge, c'est-à-dire c'est nos capacités qui déterminent la politique pénale. Donc on arrive à des situations totalement aberrantes, qui sont choquantes. D'ailleurs, je peux comprendre qu'on puisse être choqué, puisque là, pour le coup, on a une interpellation des auteurs. On peut pas dire qu'on les a pas trouvés. Ils ont commis un délit relativement important et grave. Ils n'ont pas de conditions, de garanties, puisqu'ils sont un peu dans la nature et ils sont étrangers. Donc on voit bien qu'on arrive au bout du système sur lequel il faut absolument réfléchir pour trouver des solutions rapides. Alors, une des solutions, mais qui n'a pas été mise en place, c'était évidemment de construire des places. Et vous le savez, depuis le début du quinquennat, on est très très loin de ce que l'on avait 15 000 places de prison. Mais là, ce sont des places de CRA. Mais c'est la même problématique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les CRA, pourquoi il n'y a plus de place dans les CRA ? Parce que 50%, pratiquement près de 50% des centres de rétention administrative sont avec des gens qui sont condamnés, c'est-à-dire qui sortent de prison et qui n'ont pas encore été expulsés.
Et comme ils n'ont pas encore été expulsés, ils sont mis dans les centres de rétention administrative. Or, c'est pas fait pour ça, un centre de rétention administrative. Donc, vous voyez, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, il faut réfléchir en amont. C'est l'affaire Philippines. Il faut que quand les gens sont détenus, on anticipe tout de suite leur expulsion, et on peut faire aussi des libérations-expulsions qui sont possibles avec les juges d'application des peines et le parquet, mais il faut qu'on anticipe les expulsions pour qu'ils n'aillent pas directement dans l'écras. Vous êtes revenu sur l'affaire Philippines. Certains responsables politiques ne voulaient pas aller sur ce terrain de la question migratoire, des limites dans l'expulsion des délinquants étrangers. Vous dites c'est pire que ça, Gauthier Lebret. Pourquoi ? Ils s'en prenaient à ceux qui osaient en parler. La maire de Paris dénonçait les affiches qui rappelaient simplement factuellement que Philippines a été assassiné par un OQTF. Si vous parliez du fait que l'assassin était sous OQTF, vous étiez xénophobe, vous étiez d'extrême droite. Aussitôt. Donc c'est pire que ça. C'est non seulement on n'en parle pas, mais on criminalise ceux qui en parlent et ceux qui expliquent qu'il y a juste un problème d'application des obligations de quitter le territoire dans ce pays. Revenons à ce cas très pratique et vraiment on a du mal à y croire tellement c'est gros, Philippe Bilger. Je rappelle que la substitut, selon Amaury Bucco, journaliste à Valeurs Actuelles, la substitut du procureur a décidé de classer l'affaire. La seule mesure punitive prononcée, une interdiction de paraître sur la commune d'Ivry-sur-Seine. Les raisons de cette décision, la faible valeur estimée des biens volés, médicaments, pansements et environ 1 000 € en liquide, et la possibilité pour la victime de récupérer une partie des objets saisis. Quant aux dégâts matériels, ils seraient couverts par l'assurance. Faute de place en centre de rétention, aucune mesure administrative contraignante n'a été prise. Les 2 hommes ont donc été relâchés dès le lendemain. Alors, prenez votre respiration, parce que là, je sens que... Non, parce que j'ai beaucoup, non, c'est excessif. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce qu'a dit Béatrice Brugère, et pour l'essentiel, je suis d'accord avec elle. Notamment dans la dénonciation des 2 plaies fondamentales, la jauge, et nous en avons un exemple avec le reportage qu'on vient d'avoir, et l'idéologie. C'est tout de même invraisemblable. Je suis garde des Sceaux aujourd'hui. Lorsque je constate qu'une décision aussi absurde, aussi aberrante a été rendue, ma première curiosité, c'est de demander ce qui s'est passé. De rendre des comptes. Ah, absolument. Mais on peut pas vous répondre. Mais attendez, vous plaisantez. L'indépendance de la justice. Non, mais ça n'a rien à voir. Je vérifie simplement comment s'est déroulé un processus aberrant et qui en est directement responsable, et après j'en tire des conclusions. Mais là où j'ai trouvé tout ce qu'a dit Béatrice globalement très pertinent, là où je me distinguerais, mais très modestement, comment critiquer le syndicalisme judiciaire, c'est le fait que d'abord, depuis 40 ans, j'entends dire que la magistrature souffre. Elle ne cesse pas de souffrir. Elle dit qu'elle souffre. Mais deuxième élément, je ne suis pas persuadé que ce qui est mis en œuvre pour régler les problèmes, à supposer qu'ils fassent l'objet d'une élucidation pertinente. Oui. Il y a deux bouts de la chaîne. Il faut un grand garde des Sceaux, et j'espère que cette fois-ci, on l'a avec Gérald Darmanin, qui va traiter la justice. Et on parlera de Gérald Darmanin. En la traitant comme Beauvau, c'est-à-dire... Qu'est-ce que vous voulez dire à Béatrice ? Et le deuxième élément, j'attache plus d'importance, me semble-t-il, qu'elle ne le fait, à des possibilités de métamorphose de la justice à partir du moment où on a des magistrats qui sont capables de considérer que la justice, d'abord, est un grand métier, et ensuite qu'ils ont la possibilité eux-mêmes de changer à chaque seconde le visage de la justice. Je suis très inquiet devant les réformes de toute nature, parce qu'elles n'aboutissent jamais. Moi, ce que je retiens dans tout ce que vous venez de dire, c'est que vous avez les mêmes inquiétudes pour la justice que Béatrice Brugère. L'idéologie, la jauge et l'idéologie. Absolument. Bon. Béatrice Brugère, vous avez entendu. Chose promise, chose due, il est 9h23.
Et on avait dit qu'on se quittait à 9h25, donc je vous salue, Votre rayon de Béatrice. soleil s'en va. Ouais. Bon, Ouais. Europe 1, c'est maintenant la passation, non pas la passation de pouvoir, la passation d'antenne. On n'est pas encore C'était dans la un semaine, ministère. Comment? C'était la semaine des passations de pouvoir. Bah oui, vous avez toujours pas eu le pull? Non, toujours pas. La On m'a pas dinde. livré le pull d'Inde, non. Bon, bonjour, bonjour, on Vidroche. Bonjour Elliot Deval, le pull d'Inde, d'accord, je prends note, je prends commande. C'est un rayon de soleil qu'on va avoir également dans ce studio ce matin dans le Club de Noël, puisque nous recevons la Miss préférée des Français, et ce depuis plus de 20 ans, Élodie Gossuin. Oh, Élodie Gossuin. Eh ben, écoutez, on la salue. Je vous souhaite une excellente matinée sur Europe 1. Merci, bonne émission.